Notre deuxième oratrice est Anne-Laure Ligoza, qui est à l'ENSI et au l'ISN à Paris-Saclay, donc professeur d'informatique, et très impliquée dans les enjeux des enjeux environnementaux du numérique et le développement soutenable, en particulier dans des initiatives comme Labo 1.5 et aussi des choses qui ont à voir avec la transition énergétique et le développement soutenable pour la recherche. Mais aujourd'hui en particulier, elle va nous parler des enjeux liés à l'IA et dans cette perspective. Merci beaucoup. Oui, ça va parce que j'ai bougé un peu mon micro, mais c'est bon, vous m'entendez bien là? Ouais, ok, super. Donc effectivement, je vais vous parler de quelle place de l'IA dans un monde soutenable. Enfin, c'est comme ça que j'ai intitulé la présentation, en tout cas. Alors, premier petit disclaimer, c'est juste que je parle d'IA dans toute ma présentation, mais en fait, les raisons pour lesquelles on commence à se poser des questions sur les impacts environnementaux, c'est principalement du fait de tout ce qui a émergé ces dernières années. Donc voilà, même si j'imagine que vu le public, vous savez tous, mais c'est simplement pour dire, quand je parle d'IA, je vais parler précisément plutôt de deep learning et même plus précisément d'IA générative, parce que c'est quand même ces modèles-là qui font qu'on se pose des questions d'un point de vue environnemental. Et puis alors, première chose, mais pour vous rappeler un petit peu qu'on est dans un contexte environnemental un petit peu particulier, je vais pas vous faire 10 minutes dessus. Je vais juste vous rappeler quelques petits faits que vous connaissez probablement déjà. À gauche, vous avez les graphiques du GIEC sur l'évolution des températures mondiales depuis qu'elles sont relevées. On voit que clairement la température mondiale moyenne augmente. À droite, vous avez un petit schéma de l'IPBES qui est un peu l'équivalent du GIEC, mais pour la biodiversité, et qui montre le risque d'extinction de différentes espèces. Et puis, dernière chose, ici, la raison pour laquelle on a un changement climatique, c'est lié à l'activité anthropique, donc notamment aux émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines. Et donc là, c'est un petit schéma qui vous montre, un petit graphique qui vous montre à gauche les émissions historiques de gaz à effet de serre, donc en noir. En vert, c'est la trajectoire qu'on devrait suivre pour rester sous les 1,5 degrés de réchauffement. Alors bon, 1,5 degré, tout le monde est d'accord sur le fait que c'est totalement mort, mais par contre, la 2 degrés, elle doit arriver là, donc on est à peu près, ça fait pas une grosse différence. Et puis en bleu, c'est ce qu'on suit actuellement comme trajectoire. Donc voilà, donc on est plutôt, selon si on regarde le côté positif ou pas, mais enfin on est plutôt dans les 3-4 degrés de réchauffement actuellement. Et alors pourquoi, alors c'est quoi le lien avec l'IA? Une des raisons pour lesquelles on se pose des questions sur les impacts environnementaux de l'IA, c'est la tendance actuelle d'avoir des IA qui utilisent de plus en plus de données et de plus en plus de calculs, avec les différentes périodes de l'IA qu'on distingue souvent avec la partie deep learning et puis la partie grand modèle actuelle. Vous voyez, donc ici c'est des courbes avec la quantité de flops, donc d'opérations élémentaires pour l'entraînement des différents modèles au fil du temps. Et voilà, précise juste que c'est en log, les ordonnées. Et du coup, on voit qu'on a effectivement une croissance qui est déjà importante précédemment, et avec une croissance encore plus importante sur les dernières années. Et on se doute bien que cette quantité de calcul, elle va avoir des impacts d'un point de vue environnemental, et on verra que c'est le cas. Et puis l'autre raison de s'intéresser à la question de l'IA d'un point de vue environnemental, c'est que l'IA s'est souvent présentée aussi comme une solution, donc comme quelque chose de potentiellement bénéfique, mais sans prendre en compte les impacts négatifs. Alors, la preuve que c'est souvent présenté comme une solution, on a fait un travail il y a 2 ans avec ma collègue Aurélie Bugeaud, où on a regardé plein de scénarios prospectifs. Donc les scénarios prospectifs, alors vous connaissez peut-être ceux du GIEC ou de l'ADEME, où l'idée c'est de regarder comment vont évoluer les sociétés d'ici 2030, 2035, 2040, 2050. La plupart des scénarios qu'on a regardés, c'était plutôt pour 2040 à 2050. Et puis on a regardé des scénarios qui étaient, soit c'est des trucs
assez quantitatif, hein, voilà, avec des modélisations des différentes évolutions de façon quantitative, soit c'est des choses beaucoup plus narratives, hein, où on essaie d'imaginer à quoi ressemblerait le monde dans tel ou tel scénario. Et puis on a regardé, du coup, dans ces scénarios, quelles sont les technologies qui sont utilisées en 2050, donc, et quelles sont celles qui sont le plus utilisées, notamment, enfin, en général, elles sont utilisées pour la transition ou pour des questions environnementales, notamment. Et puis, celle qui apparaît en premier, c'est l'IA. Voilà. Donc, tous les scénarios qu'on a étudiés, de toute façon, il reste du numérique, hein. Même dans les scénarios où il y a un effondrement complet de la société, on garde du numérique. La technologie qui est la plus utilisée et la plus mentionnée, c'est l'IA. C'est quelque chose qui n'est pas du tout nouveau, qu'on retrouve de façon générale sur le numérique, et puis qu'on va retrouver aussi dans un certain nombre de rapports. Là, je vous donne 2 petits exemples. Voilà, sur le fait que l'IA, ça peut aider, par exemple, à découpler la croissance économique des émissions de gaz à effet de serre. Hein. C'est-à-dire, on peut continuer à avoir une croissance économique, mais en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre. Et puis, là, on va retrouver que, par exemple, ça peut permettre de réduire 5 à 10% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Alors, quand on regarde les documents un petit peu plus récents et un petit peu plus officiels, donc à gauche vous avez un document du Parlement européen justement sur le rôle de l'intelligence artificielle dans le Green Deal européen. Et vous voyez que effectivement, hein, ça admet que ça peut être utilisé pour un certain nombre d'applications, mais que faut quand même faire attention aux impacts négatifs. C'est des choses qu'on va retrouver aussi dans le GIEC, hein, dans les rapports de GIEC. Donc ça, c'est le rapport du groupe 3. On va retrouver que effectivement, ça peut être utile pour, par exemple, la production d'énergie renouvelable, etc. Mais qu'il faut faire attention à ce que ce soit pas contrebalancé par une demande accrue en biens et services. Et un dernier exemple de ce type de vision, disons, donc ça c'est un article qui date de 2019, je le présente parce que je reviendrai à la fin dessus, d'un certain nombre de chercheurs en machine learning qui regardent comment est-ce que le machine learning peut être appliqué à différents types d'applications. Donc là c'est sur la partie transport. Vous voyez qu'on peut imaginer que par exemple ça va permettre d'aller vers des véhicules autonomes, de prévoir l'utilisation des transports, etc. Donc ça c'est un des domaines qui est étudié. Il y a une douzaine de domaines qui sont étudiés là-dessus. Donc pour chacun des domaines, on regarde quels sont les travaux qui ont eu lieu qui appliquent du machine learning avec des potentielles applications environnementales. Donc là, c'est tout ce qui est agriculture et surveillance des forêts, où vous voyez que ça peut être utilisé, par exemple, pour l'agriculture de précision. C'est-à-dire que ça va vous permettre de maîtriser au mieux la quantité d'intrants et d'eau que vous donnez en agriculture. Et puis, ça peut être utilisé aussi, par exemple, pour la surveillance des feux de forêt. Alors, donc, c'est ces 2 raisons-là, le fait que l'impact, on peut imaginer qu'il augmente, et puis le fait que ça puisse inversement être appliqué à des questions environnementales, ça a donné envie de s'intéresser aux impacts environnementaux de l'IA. Et je vais expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est, ces impacts environnementaux, et je vais m'appuyer là-dessus, même si on pourra rediscuter de la pertinence de cette catégorisation. Mais en tout cas, en général, quand on parle des impacts environnementaux du numérique et de l'IA en particulier, on sépare 3 types d'impacts. Donc les impacts de premier ordre, c'est tout ce qui est lié au cycle de vie des équipements, et c'est ce qui est le plus évident, hein, parce que voilà, vous avez entendu parler de consommation des data centers, etc. Donc là, c'est vraiment les impacts qui sont liés vraiment aux équipements numériques. Et puis tout ce qui est effet de deuxième et troisième ordre, c'est en quoi est-ce que l'IA va avoir des impacts d'un point de vue environnemental sur d'autres secteurs de la société. Donc là, par exemple, si vous faites une application qui vous permet d'optimiser la circulation ou quelque chose comme ça, enfin avec un effet pour le transport, vous allez avoir un effet bénéfique sur le secteur du transport. C'est pas forcément des effets positifs, ceci dit, on en reparlera. Alors, pour calculer les impacts de premier ordre, donc voilà, globalement, un modèle d'IA, vous savez que ça va utiliser
un équipement numérique. Alors si c'est un petit modèle, vous allez peut-être faire tourner ça sur votre laptop, et puis sinon, vous allez faire tourner ça sur un serveur dans un centre de calcul, cloud ou autre. Et donc, le plus évident, c'est de se dire, bon, du coup, les impacts de mon IA, c'est les impacts liés à la consommation de mon ordinateur, de mon serveur, etc. Donc ça, c'est l'approche la plus basique qu'on peut utiliser, hein. C'est-à-dire que on va idéalement utiliser, essayer de connaître quel est le matériel sur lequel ça a tourné, pendant combien de temps, et donc sur le matériel, notamment, ce qui va nous intéresser, c'est la consommation électrique de ce matériel-là. Et puis à partir de ça, on va estimer la consommation d'énergie totale, donc par exemple pour un entraînement. Alors parfois, il se trouve qu'on n'a pas forcément accès à la consommation exacte du serveur, donc on va prendre des estimations, donc par exemple avec le TDP, hein, qui est une source de puissance maximale. Et puis parfois on n'a accès à aucune de ces informations-là, donc on va essayer de faire plutôt des estimations en fonction de la quantité de calcul, ce genre d'informations. Et puis je reviendrai un petit peu après sur la dernière partie. Donc ça va nous permettre d'estimer la consommation d'énergie. Et puis après, pour passer de la consommation d'énergie à l'empreinte carbone, que vous voyez en haut, on va utiliser simplement un facteur d'émission, ah oui, j'ai oublié de remettre le facteur d'émission, qui va permettre de convertir une consommation d'électricité en empreinte carbone. Puis je reviendrai sur tout le reste après. Donc pour ça, on va utiliser un facteur d'émission, des petits exemples de facteurs d'émission, vous savez, voilà, qui vous donnent des exemples. Donc là en France, au moment où j'ai pris la capture d'écran, on était à 101 grammes d'équivalent CO2 par kilowattheure. Donc l'empreinte carbone, elle se mesure en kilogrammes d'équivalent CO2, hein, c'est-à-dire qu'on ramène toutes les émissions de gaz à effet de serre au CO2. Parce qu'en France, vous savez qu'on a une électricité qui est très décarbonée, voilà, pas tant que ça renouvelable, mais en tout cas très décarbonée. Et puis, si on regarde par exemple en Pologne, on va avoir une électricité qui a à peu près 10 fois plus d'impact, enfin la production d'électricité qui va avoir à peu près 10 fois plus d'impact en termes d'empreinte carbone. Et par contre, inversement, si on regarde en Norvège, on va avoir une production d'électricité qui a moins d'impact que ça. Donc, nécessairement, quand on calcule l'empreinte carbone, par exemple, de l'entraînement d'un modèle avec ce type d'approche, l'empreinte carbone, elle va beaucoup dépendre de la localisation, et c'est le genre de choses qu'on peut voir, qui a été étudié plusieurs fois, hein. Là, je vous ai mis un petit exemple. Donc ça, c'est l'empreinte carbone de l'entraînement de 4 modèles différents, en fonction du pays où ça a été entraîné. Et puis on retrouve bien, sans surprise, hein, puisque c'est un facteur multiplicatif, qu'en France, on est à peu près à 100 grammes là, d'équivalent CO2, alors qu'en Pologne, on est à peu près à 10 fois plus. Alors ça, c'est un début d'approche, mais cette approche, elle est un petit peu contrainte par le fait qu'on arrive à mesurer la consommation, et puis qu'on mesure bien toute la consommation de notre serveur. Or, en fait, modéliser la consommation d'un serveur, c'est pas très simple. Voilà, pour vous donner une petite idée, ça fait l'objet de recherches complètes, il y a des gens qui travaillent là-dessus. Donc, ça paraît assez simple de se dire qu'on mesure la consommation, mais en fait, c'est pas si évident que ça. Et une des raisons pour lesquelles c'est pas évident et qui fait que qui fait qu'on a des difficultés à estimer la consommation de l'entraînement d'un modèle, par exemple, c'est qu'en fait, un serveur, quand c'est allumé, même si ça fait rien, ça consomme beaucoup. Donc là, c'est une petite expérience que j'ai faite sur Grid 5000, qui est une plateforme de calcul, où en fait, donc en bleu, on a la consommation qui est mesurée par le wattmètre, extérieur, donc qui est branché sur lequel est branché le serveur en l'occurrence. Et puis en orange, c'est ce qu'on observe quand on fait une mesure logicielle cette fois-ci. On essaie de regarder un petit peu tous les composants qui peuvent consommer de l'énergie, donc les processeurs et la mémoire principalement, et on estime la consommation à partir de ça. Et on voit que le serveur, en réalité, même quand il fait rien, il est à peu près à 75 watts là, sachant qu'il monte en tout à 175. Donc en fait, il y a une grosse part de la consommation d'électricité qui est là simplement parce que, oui, entre les deux, le pic, c'est que j'ai fait un stress test. Hein. C'est basique, mais voilà. Et donc, du coup, on voit qu'effectivement, la consommation augmente bien pendant ce test, mais le reste du temps, en fait, le serveur ne fait absolument rien, il est déjà à 75 watts. Enfin, il fait rien, il est allumé, quoi.
Et le problème quand on mesure d'un point de vue logiciel, c'est que du coup on va rater toute cette consommation qu'on appelle consommation statique du serveur. Je vous passe les détails, mais en plus cette consommation statique, elle n'est pas stable dans le temps. Ni pour un même serveur, ni entre et elle n'est pas la même entre différents serveurs, même si c'est exactement le même modèle. Bref, tout ça pour dire que du coup, c'est pas très simple de prendre en compte cette consommation statique. Et cette consommation statique, elle n'est pas du tout négligeable. Donc ça, c'est des expériences qu'on a faites sur le supercalculateur pour l'IA Jean Zay, qui est sur le plateau ici. Et donc en fait, la première consommation que vous avez ici, c'est la consommation, ce qu'on appelle en mode infra, c'est-à-dire que les nœuds de calcul sont complètement éteints, mais tout le reste est allumé. Voilà. Donc là, c'est vraiment mode de base du calculateur, hein, parce que là, les modes de calcul sont éteints. On voit qu'on a déjà une consommation qui n'est pas complètement nulle. La deuxième barre ici, c'est la consommation en mode idle, c'est-à-dire les nœuds de calcul sont allumés, mais il n'y a aucun programme qui tourne dessus. Donc là, on voit bien global. Oh mince, je ne sais pas ce que j'ai fait. Ah, je ne sais pas remettre. Bon, c'est pas grave, je vais rester comme ça pour l'instant pendant que ça se règle. En tout cas, du coup, donc là, la différence entre les deux premières barres, c'est simplement la consommation statique, c'est-à-dire des serveurs quand ils font rien, enfin des nœuds de calcul quand ils font rien. Et la dernière, cette fois-ci, c'est en mode production. Donc j'en sais, on est à peu près, enfin on a plus de 80% d'utilisation, hein, donc c'est quand même, c'est très haut en termes de taux d'utilisation. Et vous voyez que même comme ça, on a à peu près quand même la moitié en fait qui est due à la consommation statique. Donc ça pour dire que quand on regarde, quand on va juste mesurer, si vous utilisez un outil, comme je vous montrerai après, qui vous permet de mesurer la consommation d'un point de vue logiciel, vous allez rater à peu près la moitié de la consommation en réalité. Et puis, l'autre problème, c'est que jusqu'ici, vous avez peut-être remarqué que je vous parle que de serveurs ou de calcul. Donc en fait, on est resté que sur la partie que j'ai entourée en rouge ici du centre de calcul, et puis tout le reste, c'est pas pris en compte. Donc tout le reste étant les nœuds de stockage, réseau, etc. Bon, ça vous pouvez me dire à la limite, c'est pris en compte un peu au-dessus. Mais surtout, on n'a pas pris en compte la climatisation. La climatisation dans un centre de calcul, ça peut avoir une consommation d'électricité qui est importante. Puis on n'a pas pris en compte tout le reste non plus. Hein. Là, par exemple, vous avez un générateur de secours. À Jean Z, typiquement, il y a un générateur de secours au fuel qui tourne quand même une fois par mois pour être sûr que même s'il y a une coupure de courant, les calculs ne s'interrompent pas en plein milieu. Et donc, voilà, c'est une consommation d'énergie qui peut être prise en compte aussi dans l'empreinte carbone de votre entraînement d'IA. Et la façon dont on prend ça en compte, en général, c'est en utilisant un facteur d'efficacité qui s'appelle le PIE. Et le PIE, c'est la consommation totale du centre de calcul divisée par la consommation informatique. Donc globalement, plus c'est proche de 1, mieux c'est, parce que ça veut dire que toute l'électricité qu'on consomme, elle est attribuée aux équipements informatiques. Et moins c'est proche de 1, plus en général, ça veut dire qu'on dépense pour de la climatisation. Donc la façon dont on estime en général le surcoût, si vous voulez, en termes de consommation dû à tout ce qui est climatisation, etc., c'est en utilisant ce PE. Et c'est ce que font les outils existants pour estimer l'empreinte carbone d'un programme. Donc si vous ne connaissez pas, il y a des outils comme Green Algorithms, qui est un outil en ligne, où vous pouvez rentrer le nombre d'heures de calcul, le type de cœur sur lequel vous avez fait tourner ça, où est-ce que c'est situé, etc., etc. Et puis ça vous donne et la consommation d'énergie, d'électricité en réalité associée, et l'empreinte carbone. Et puis vous avez aussi des packages, ici j'ai mis un exemple de package Python qui s'appelle Code Carbone, qui vous permet aussi de calculer votre empreinte carbone et votre consommation d'électricité pour un équipement, enfin pour un programme donné. Donc voilà, donc là globalement, c'est là où on en est d'un point de vue de ce qui est disponible facilement. Il y a un certain nombre d'outils, donc là je vous en ai présenté 2 au-dessus, mais il y en a plein d'autres que dont je vous ai pas parlé. Hein.
globalement, il y a aussi des études qui regardent est-ce que les consommations qui sont estimées par ces outils, elles correspondent bien à ce qu'on observe d'un point de vue un peu plus physique quand on branche un wattmètre dessus. Donc là, je vous en ai mis 2. La conclusion, c'est ça dépend un petit peu de ce qu'on regarde. Ça marche mieux pour la partie GPU que pour la partie CPU. Et puis bon, les outils sont plus ou moins justes, mais enfin, globalement, ils capturent quand même à peu près les tendances. Excusez-moi. Alors, sauf que là, depuis le début, vous avez peut-être remarqué que je vous parle que d'entraînement de modèles. Donc on est resté que sur cette partie-là, en réalité, des tâches de l'IA, qui effectivement vont se faire plutôt sur des équipements comme des serveurs. Mais du coup, on n'a pas pris en compte tout le reste. Donc tout ce qui est notamment acquisition et traitement des données, stockage des données, et puis toute la partie inférence, surtout. Et la partie inférence, donc alors une des raisons pour lesquelles la partie inférence était moins étudiée jusque-là, c'est que effectivement individuellement une inférence c'est beaucoup moins coûteux que l'entraînement du modèle. Mais avec le développement de modèles qui sont très très largement utilisés avec des millions d'utilisateurs, l'inférence du coup commence à avoir un poids qui n'est pas du tout négligeable. Et donc il commence à y avoir quelques études justement sur l'empreinte carbone de l'inférence aussi. Cette fois-ci, j'ai pensé à enlever mon micro avant de tousser. Je progresse. Et donc là, c'est une étude de Facebook où ils ont regardé pour plusieurs de leurs modèles de langue quelle était l'empreinte carbone de la partie entraînement par rapport à la partie inférence. Donc inférence, c'est ce qui est en noir, et puis entraînement, c'est tout le reste. Voilà, que ce soit offline ou online, mais bon, en tout cas, c'est tout le reste. Et vous voyez que globalement, l'inférence est à peu près du même ordre de grandeur que l'entraînement. Alors avec des petites différences selon les modèles, mais enfin globalement, on est à peu près là-dessus. Bon, à droite, c'est simplement pour comparaison avec d'autres modèles, donc c'est pour ça que vous n'avez pas la partie inférence. Et globalement, ce qui est compliqué sur la partie inférence, c'est que on a plus de mal à avoir des données, parce que l'inférence se fait en partie, potentiellement en partie sur le serveur, et un serveur et encore pas toujours. Là, en l'occurrence, pour Facebook, c'est le cas, donc c'est cette partie-là qu'ils peuvent mesurer. Mais par contre, tout le reste, le côté réseau et utilisateur, ça, on n'a pas du tout les informations. Donc là, en l'occurrence, c'est pas du tout mesuré, hein, c'est que la partie sur les serveurs de Facebook. Et un autre exemple de travaux qu'il y a sur cette partie inférence, donc c'est des travaux de l'année dernière, de Sacha Lucioni et Mastrubel, qui ont regardé quelle était l'empreinte carbone d'inférence. Donc ça, c'est les empreintes pour 1000 inférences, en fonction de la modalité en entrée et en sortie des modèles. Donc en bleu, globalement, vous avez la catégorisation de texte, ce qui est un petit peu là où on a les empreintes carbone minimales, de façon assez attendue. Alors évidemment, on trouve que générer du texte, ça a moins d'impact que générer de l'image. Jusqu'ici, pas trop de surprises. Ce qui est intéressant, c'est plutôt de voir la différence de facteurs entre les différentes empreintes carbone, parce que vous voyez qu'on passe de moins de 1 gramme à 1 kilo à peu près. Donc on a quand même des coûts qui sont très très dépendants de la modalité d'entrée et de sortie. Et puis la dernière chose qu'on ne prend pas en compte du tout pour l'instant, c'est que pour l'instant vous avez peut-être remarqué que je n'ai parlé que de la partie qui va être représentée ici, c'est-à-dire la phase d'usage, c'est-à-dire la consommation d'électricité pendant que le serveur il tourne. Mais ce serveur il a aussi été produit, et une des raisons pour lesquelles il a été produit, c'est en toute petite partie pour faire tourner votre modèle. Bon, en petite partie certes, mais quand même en petite partie pour faire tourner votre modèle. Or, toutes ces phases de cycle de vie, ça a des impacts aussi. Donc, que ce soit la phase d'extraction des matériaux, de fabrication, de distribution et de fin de vie. Et l'autre chose à remarquer là-dessus, c'est que pour l'instant, je vous ai parlé que d'empreinte carbone, mais en réalité, il y a plein d'autres impacts. Il y a des impacts en termes d'épuisement des ressources, en termes de consommation d'eau, etc. Et donc, la façon d'étudier ce type d'empreinte environnementale, c'est avec ce qu'on appelle une analyse du cycle de vie. Et donc il y a quelques études qui ont commencé aussi à utiliser, à regarder l'empreinte complète en prenant en compte toutes les phases du cycle de vie des équipements et en prenant en compte différents types d'impacts environnementaux. Alors pourquoi ça a des impacts? Je vais passer rapidement parce que voilà, je pense que vous avez quand même pas mal d'idées là-dessus déjà, mais alors dans le numérique,
un des problèmes qui va se poser, c'est que la plupart des équipements numériques, ils ont énormément d'éléments, ils sont composés d'éléments différents, et en plus dans des quantités qui sont très variables. Donc ça, c'est la composition d'un smartphone. Bon, c'est un rapport qui date un petit peu, mais qui reste complètement valable sur les conclusions. Donc à gauche, vous avez la composition principale du smartphone. Vous voyez que là, on est à par exemple 10 grammes de cuivre, 4,72 grammes de fer, etc. Et puis tout en haut, vous avez un 0,59 grammes de autres, qui est détaillé au milieu, donc cette fois-ci en milligrammes, avec 240 grammes, 7 grammes de milligrammes de manganèse, etc., etc. Et puis tout en haut, vous avez un autre, et là, ça détaille les autres. Donc, tous ces éléments, évidemment, il faut qu'ils soient produits. Et puis, en plus d'être produits, en fin de vie, si on veut pouvoir recycler tout ça, il faudrait pouvoir séparer tous les éléments correctement, sans trop d'empreintes environnementales, etc. Bon, spoiler, c'est pas fait. Hein. On recycle très peu de choses en réalité dans un équipement numérique. Et puis, donc quand on pense à la partie fabrication d'un équipement, on imagine principalement en général la partie vraiment extraction des matériaux. Mais en réalité, il y a toute une phase aussi de traitement de ces matériaux-là. Donc ça, c'est un petit exemple qui est donné dans une conférence d'Aurore Stéphan que je vous ai mis en lien. C'est-à-dire que il y a effectivement la partie d'extraction du minerai qu'on imagine bien, même si bon, elle se fait pas forcément à la pioche et qu'il peut y avoir des grosses machines pour faire ça. Enfin, en tout cas, la phase d'extraction du minerai. Mais derrière, il y a plein d'autres phases aussi, parce que là, typiquement, sur du cuivre, on va être sur du minerai à 0,4 à 2% de cuivre. Et pour avoir un cuivre qui est suffisamment concentré pour pouvoir utiliser ça dans des équipements numériques, on va avoir plein de phases de traitement du matériau qui vont nécessiter beaucoup d'énergie, de l'eau, des produits chimiques, etc. Donc toute cette partie-là, elle est très polluante aussi. Et alors la phase d'usage, j'en ai pas trop parlé parce que j'en parle dans tout le reste, enfin j'en ai parlé dans toute la partie précédente de ma présentation. Mais je vais quand même faire un petit focus sur la fin de vie aussi. Alors la fin de vie des équipements numériques, elle est très peu prise en compte, pour pas mal de raisons que je pourrais détailler si vous voulez, mais voilà. Mais elle reste assez problématique, notamment parce que dans le monde, donc ça c'est des chiffres de 2022 du Global E-Waste Monitor, dans le monde, les équipements électriques et électroniques, ils sont collectés à peu près 22%. Donc ça veut dire qu'on a à peu près 80%, allez, j'arrondis, pas loin de 80%, des équipements dont on ne sait pas ce qu'ils deviennent en fait. Bon, alors ça c'est pour l'ensemble des déchets électroniques et pas spécifiquement les équipements numériques, mais quand on regarde plus spécifiquement les équipements numériques, on retrouve à peu près le même pourcentage. Donc ce qui fait que toute cette partie, tout ce que vous voyez en rouge ici, en fin de vie, on ne sait pas trop ce que ça devient, et ça pose un certain nombre de difficultés, à la fois de difficultés pour comprendre est-ce que ça a un impact ou pas, et puis de problèmes sociaux et environnementaux, parce que une partie de ces déchets, ça part dans ce qu'on appelle très joliment le recyclage informel. Donc le recyclage informel, ça peut se faire en France, ça peut se faire à l'extérieur de France. Ça, c'est un exemple de ce qui était à l'époque la plus grande décharge de déchets électroniques mondiale, qui était au Ghana. Alors je dis était parce que ça a été démantelé, même si ça s'est réparti dans la ville, mais voilà. Tout ça pour dire que donc là l'idée, c'est de faire brûler ces équipements pour arriver à récupérer une partie des métaux, notamment qui sont dans les équipements électroniques. Et vous imaginez bien que ce soit d'un point de vue environnemental ou d'un point de vue social, c'est pas extraordinaire. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça et pourquoi j'ai fait un petit aparté sur toutes les phases du cycle de vie d'un équipement numérique? C'est parce que, en fait, quand on essaie de regarder c'est quoi la part de la fabrication, de l'empreinte de fabrication des équipements numériques par rapport à la part de l'usage, on se rend compte que la part de fabrication n'est pas du tout négligeable. Donc là, ce que vous avez à gauche, c'est une étude qui a été faite au GRICAD, donc un centre de calcul à Grenoble, donc qui est beaucoup plus large que ça. Là, je vous en présente une toute petite partie. Mais c'est la partie donc où ils ont regardé l'empreinte carbone des serveurs.
Et en bleu clair et bleu foncé, c'est l'empreinte carbone de fabrication. En orange et jaune, c'est l'empreinte d'usage. Donc jusqu'ici, quand on regarde la consommation électrique, hein, on regarde que cette partie-là. Or, vous voyez qu'en réalité, l'empreinte carbone de fabrication, elle représente à peu près 40% de l'empreinte carbone totale. Donc, si on oublie de prendre ça en compte, c'est un petit peu problématique. Et encore, là, c'était avec une durée de vie de tête qui était de 7 ans, estimée pour les serveurs, ce qui est pas très représentatif de la réalité. Hein. En réalité, les serveurs, dans la plupart des centres de calcul, ils sont changés beaucoup plus fréquemment que ça. Alors, comment est-ce qu'on fait, du coup, quand on veut regarder qu'est-ce que ça donne par rapport à un modèle d'IA spécifique. Donc ça, c'est des travaux qu'on a fait sur le modèle de langue qui s'appelle Bloom, qui est un modèle multilangue, multitâche. Et on a estimé, donc il y a 2 ans, l'empreinte carbone de l'entraînement de ce modèle et aussi de la partie inférence. Donc on a utilisé les données sur Jeanzet, le modèle a été entraîné, enfin l'entraînement final a eu lieu sur Jeanzet. Donc on a utilisé les informations dont je vous parlais tout à l'heure sur Jeanzet. Et on a essayé d'estimer donc quelle était l'empreinte carbone de l'entraînement et de l'inférence. Et puis dans l'entraînement, enfin à chaque fois en regardant vraiment quelle était l'empreinte de la partie fabrication, usage, et dans l'usage même de regarder l'empreinte de la partie statique et la partie dynamique. Je reviendrai dessus après pour vous donner les détails, donc je vais pas trop détailler, mais en fait vous voyez que pareil, on trouve quand même que là l'empreinte de la partie, l'empreinte de la partie fabrication, c'est ce qui est appelé embodied emissions ici. Vous voyez qu'on est quand même à plus de 20% sur la partie fabrication. Donc ça, à l'époque, on a fait un modèle un peu ad hoc pour recalculer l'empreinte de Bloom. Et depuis, il y a des travaux qui ont été faits, donc notamment par mon doctorant Clément Morand, qui a travaillé à créer un outil pour arriver à calculer ces impacts un peu plus facilement. Donc en essayant de prendre en compte à la fois toutes les phases du cycle de vie, donc la phase de fabrication, d'usage, de fin de vie, etc. Et puis plusieurs impacts environnementaux, donc pas que l'empreinte carbone. Donc la façon dont il a fait ça, c'est que, alors oui, petit détail qui n'en est pas un, une des raisons pour lesquelles on a du mal à calculer l'empreinte de fabrication des équipements qui sont utilisés pour entraîner les modèles d'IA, c'est que pour l'instant, alors j'ai vu que Google a sorti un article avec quelques informations il y a quelques jours, mais jusqu'ici en tout cas, on n'avait pas du tout d'empreinte de fabrication d'une carte graphique sur lesquelles sont entraînés la plupart des modèles. Donc typiquement, pour ne pas dénoncer, que ce soit Nvidia ou Google, ne donnent pas d'empreinte de fabrication de leur carte GPU ou TPU. Donc la première chose qu'on a dû faire, c'est de créer un modèle pour essayer d'estimer l'empreinte environnementale de la fabrication d'une carte graphique. On a donc du coup aussi essayé de modéliser vraiment les impacts de tout le cycle de vie. On a essayé de prendre en compte aussi donc la consommation totale de l'infrastructure, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais dans Jeanzet par exemple, je vous disais que la partie dynamique c'était à peu près que la moitié de l'empreinte carbone totale, de la consommation électrique totale. Or en général la façon dont le surcoût est modélisé, c'est en utilisant le PUE. Sur Jeanzet, on est à peu près à 1,2. Donc clairement on ratait une petite partie de la consommation si on prenait que le PUE pour utiliser ça. Donc là, on a utilisé un vrai facteur multiplicatif qui est celui de Jeanzet. Et puis, une partie dont je parlerai pas, mais qui était de mettre les impacts en perspective. Et donc voilà ce que ça donne sur l'entraînement de Bloom. L'entraînement de Bloom, donc globalement en termes d'empreinte carbone, GWP c'est pour Global Warming Potential, donc c'est l'empreinte carbone, et à peu près à 60 tonnes équivalent CO2. Donc les tonnes équivalent CO2, ça parle quand même à peu près maintenant, je pense. Mais vous verrez pourquoi on a besoin de faire référence à d'autres référents. Si on voulait rester, par exemple, dans les limites planétaires, il y a des travaux qui ont essayé d'estimer quelle pouvait être l'empreinte sur différents indicateurs environnementaux pour rester dans les limites planétaires. Et donc, si on se réfère à ça, globalement, il faudrait qu'on reste à 1 tonne de CO2 par an, donc ça ferait des émissions annuelles d'à peu près 60 personnes. Pour entraîner un modèle. Un entraînement d'un modèle. C'est un gros modèle, certes, mais c'est un entraînement. Et
En termes d'épuisement des ressources, donc ADP c'est pour l'épuisement des ressources abiotiques, c'est-à-dire tout ce qui est ressources, les métaux qui sont dans les équipements numériques. On a calculé qu'on était à 1,2 kg d'équivalent antimoine. Alors je sais pas vous, moi ça me parle pas beaucoup le 1 kg d'équivalent antimoine. Donc là on voit un petit peu plus l'intérêt déjà de faire des références à des trucs un peu plus parlants. Et donc globalement, pareil, si on voulait rester dans les limites planétaires, ce serait l'équivalent de l'extraction de ressources de 38 personnes. Et donc ça c'est donc ce qu'on a fait sur le modèle de Bloom. Il y a eu des travaux un petit peu similaires qui ont été faits sur Stable Diffusion, donc une IA de génération d'images que vous connaissez sûrement, où ils ont essayé de regarder deux choses. Donc la première chose qu'ils ont regardé, c'est quel est l'impact d'une visite d'un client sur le site, donc avec une requête de génération d'images. Et puis la deuxième chose, c'est quel est l'impact de l'utilisation du service sur une année complète. Et vous voyez que ce qui est intéressant, donc, c'est qu'ils ont pris en compte tout ce dont je vous ai parlé déjà, toute la partie data center, mais aussi la partie réseau et la partie terminaux utilisateurs. Et on va voir que c'est pas du tout négligeable, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être imaginer. Donc ça, c'est leurs résultats, à gauche pour une utilisation d'un service, et à droite pour l'utilisation du service sur toute l'année, donc qui sont évidemment pas sur les mêmes échelles, c'est juste pour ramener à 100% pour voir un petit peu ce que ça donne, mais au-dessus vous avez les chiffres absolus. Et donc ce qu'on voit, c'est que donc on retrouve l'empreinte carbone au milieu. En termes d'empreinte carbone, on a quand même à peu près un quart des émissions, un tiers des émissions qui sont liées aux terminaux utilisateurs. Une grosse partie, on retrouve, c'est pour l'inférence, et en fait la partie entraînement, c'est pas tant que ça en termes d'empreinte carbone. Ça, c'est donc en termes d'épuisement des ressources. En termes d'épuisement des ressources, c'est vraiment les terminaux utilisateurs qui sont très majoritaires. Et puis en termes d'épuisement de consommation d'énergie primaire, c'est plutôt l'inférence qui est majoritaire. Donc c'est intéressant, on retrouve à peu près les mêmes proportions, même si c'est un petit peu décalé vers le haut à droite pour le service sur la totalité des trucs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que là, selon l'indicateur environnemental qu'on prend, on n'a pas du tout les mêmes résultats. Clairement ici, ce qui semble le plus important, c'est les terminaux utilisateurs, alors que ici, ce sera plutôt l'inférence. En tout cas, voilà, d'où l'intérêt d'avoir des évaluations environnementales qui sont les plus exhaustives possibles, parce que ça vous permet d'avoir une vision beaucoup plus intéressante de l'empreinte environnementale de vos services. Alors il y a des outils typiquement qui ont été créés maintenant pour calculer aussi l'impact environnemental d'une inférence. Donc si ça vous intéresse d'avoir quelques petites comparaisons d'impact de l'utilisation de plusieurs modèles, donc là c'est GPT-4. C'est la même base de données qui est derrière que tout ce que je vous ai présenté jusqu'ici. Donc on retrouve pareil, consommation d'énergie, émissions de gaz à effet de serre, épuisement des ressources et énergie primaire. Et voilà, donc ça vous donne une petite idée de quel est l'impact de l'utilisation de ces modèles-là. Et un dernier indicateur environnemental dont j'ai pas tellement parlé jusqu'ici, c'est la consommation d'eau. Alors il y a quelques études qui commencent à essayer de regarder la consommation d'eau pour des modèles d'IA. C'est un petit peu compliqué parce que notamment les problèmes qui sont posés par l'eau, c'est très local, donc voilà, ça pose des petites difficultés. Alors pourquoi déjà, peut-être que c'est pas forcément évident, pourquoi est-ce que l'entraînement d'un modèle ça utilise de l'eau? Mais il y a trois raisons. La première raison, c'est que dans les systèmes de refroidissement, il y a des systèmes de refroidissement qui utilisent de l'eau. Il y a des systèmes qui sont en boucle fermée, mais il y a des systèmes qui sont en boucle ouverte aussi, donc ça utilise de l'eau. La deuxième raison, c'est parce que ça utilise beaucoup d'électricité et que la production d'électricité, ça utilise de l'eau aussi. Et puis la troisième raison, c'est pour la fabrication des équipements, cette fois-ci. Pareil, la fabrication des équipements, ça utilise beaucoup d'eau. Notamment la partie vraiment fabrication des puces électroniques. Et on va retrouver ça en fait, si on regarde par exemple les rapports environnementaux d'entreprises de numérique. Donc vous avez ici l'eau prélevée, je ne vais pas forcément rentrer dans la différence
entre consommée et rejetée, mais en tout cas, ça c'est l'eau qui est prélevée par Google et par Meta au fil du temps. C'est des informations qui ont été extraites des rapports environnementaux, et vous voyez que cette consommation d'eau, elle ne fait qu'augmenter. Et puis, si c'était de l'eau, je sais pas, de l'eau de mer, ce serait peut-être un petit peu moins problématique, mais en réalité, quand on regarde ce que c'est comme type d'eau, c'est principalement de l'eau potable. Donc faites attention, en bas c'est 55%, hein, donc en vrai, ça descend au moins jusqu'au sol. Les graphiques, c'est quasiment que de l'eau potable chez Meta, c'est en grosse partie de l'eau potable aussi chez Google. Donc, globalement, tous ces modèles, ils ont des impacts qui sont pas du tout négligeables, et sur plein de types ça pose plein de types de problèmes environnementaux. Et une des questions qu'on s'est posées, toujours avec Clément, c'est comment est-ce que ça évolue, voilà, parce que une des réponses qu'on peut avoir, c'est oui, mais c'est pas grave, on a des modèles qui sont de plus en plus optimisés, et puis en plus, on a du matériel qui est de plus en plus optimisé aussi, hein, on a plein de nouvelles cartes graphiques, ça permet de faire beaucoup plus de calculs pour beaucoup moins d'électricité, etc. Et puis en plus, comme on peut délocaliser tous ces calculs, on peut les mettre à des endroits où l'électricité est très bas carbone, on peut mettre en place des panneaux photovoltaïques, etc. Enfin bon, bref. Donc effectivement, il y a plein de progrès d'optimisation. La question, c'est est-ce que ces progrès d'optimisation, ils sont pas compensés par l'usage accru des ressources? Et voilà, je pense que c'est assez visible, mais la réponse est si, en fait, c'est complètement compensé par l'augmentation de l'usage. Donc en haut à droite, là, vous avez l'utilisation d'électricité de modèles d'IA. Alors, la façon dont on a fait ça, c'est qu'on a pris la base de données de Epoch AI, vous connaissez peut-être, qui recense des modèles un peu, qui ont fait un peu date dans l'histoire de machine learning, et puis avec un certain nombre de caractéristiques. Donc c'est intéressant parce que ça permet de savoir, par exemple, sur quel type de matériel ça a tourné, où ça, combien de temps, etc. Et donc à partir de ça, on peut essayer d'estimer la consommation d'électricité et l'empreinte environnementale. Donc déjà, la première chose qu'on a faite, c'est, je vous disais qu'on avait modélisé l'empreinte l'empreinte environnementale de la production des cartes graphiques. Et là, on a regardé, du coup, comment est-ce que ça évoluait dans le temps. Donc ça, c'est l'empreinte carbone de production des cartes graphiques. Et cette empreinte, globalement, alors, on voit que évidemment, ça dépend. C'est pas une tendance complètement absolue, mais globalement, elle augmente. Et quand on regarde qu'est-ce que ça donne cette fois-ci, par exemple, en termes, alors il y a plein d'autres graphiques, je vous ai pas tout mis, mais en termes de consommation d'électricité des modèles, je pourrais vous montrer qu'est-ce que ça donne en termes d'empreinte carbone aussi, c'est pareil. Mais en fait, la consommation d'électricité pour l'entraînement des modèles n'a fait qu'augmenter au fil du temps, malgré tous les progrès d'efficacité et toutes les optimisations qui ont été faites. En fait, plus on optimise, plus on utilise les équipements, donc en réalité, ça ne fait qu'augmenter. On trouve la même chose en empreinte carbone, on a aussi des facteurs exponentiels, on trouve la même chose sur l'épuisement des ressources. Bon, ça augmente pas de façon exponentielle si je me souviens, mais ça augmente quand même. Enfin voilà, donc on va retrouver pour l'instant, l'entraînement des modèles n'a fait qu'augmenter en termes d'impact environnemental. Et on a même regardé qu'est-ce que ça donnait si on décarbonait, si on suivait des tendances de décarbonation de l'électricité, ça augmente quand même. Voilà. Parce que les facteurs de décarbonation sont pas du tout suffisants par rapport à l'augmentation. Et donc ça, c'est pour des modèles un peu précis, mais qu'est-ce que ça donne quand on regarde au niveau mondial? Jusqu'à il y a pas longtemps, l'IEA, l'Agence internationale de l'énergie, prédisait que la consommation des data centers elle allait être stable grâce à tous les progrès d'efficacité. Là, dans le dernier rapport qui est sorti fin 2024, cette fois-ci, ils disent que ça va augmenter a priori, et maintenant tout le monde est à peu près d'accord sur le fait que ça va augmenter. Et une des raisons pour lesquelles ça augmente, c'est la consommation d'électricité de l'IA. Et d'ailleurs, l'année dernière, pour la première fois dans le rapport environnemental de Google, ils ont expliqué que ils allaient avoir du mal en réalité à tenir leurs engagements climatiques. Et une des raisons qu'ils donnent pour ça, c'est justement la quantité de calcul de l'IA. Bon, si vous regardez les tendances, donc là je vous ai mis en fait à gauche c'est les consommations d'électricité de plusieurs entreprises, à droite c'est ce que ça donne en termes d'empreinte carbone. Bon, c'est la rouge qu'il faut regarder, je pourrais vous expliquer la différence entre les deux si vous voulez, mais
Voilà, donc ça c'est l'empreinte carbone, globalement principalement liée à la consommation d'électricité de Google. On voit qu'ils n'étaient pas tellement sur une tendance de baisse non plus, hein, jusque-là. Mais bon, en tout cas, là la raison qu'ils ont donnée dans leur rapport 2024, c'était vraiment l'augmentation des calculs. Et puis jusqu'ici, je vous ai parlé que des impacts qui sont de premier ordre, si vous vous rappelez ce que je vous disais au tout début, hein, c'est-à-dire que ceux qui sont liés au cycle de vie des équipements numériques. Mais en réalité, l'IA, ça va avoir d'autres impacts. Donc si je reprends l'exemple d'une application d'optimisation du trafic automobile, donc on va voir effectivement en termes d'impact direct, hein, on va rajouter peut-être des nouveaux objets connectés, des nouveaux capteurs, etc. Pour mettre en place cette application. Donc ça, c'est les impacts directs. En termes d'impact indirect, celui qu'on aimerait bien qui arrive, et sur lequel on va miser si on développe une application comme ça, c'est le fait de réduire la consommation de carburant, hein, ou la consommation électrique si on est sur des voitures électriques. On se dit, bon, a priori, si on optimise le trafic, on va réduire cette consommation de carburant. Mais il va certainement y avoir d'autres effets aussi qui sont rarement pris en compte. Par exemple, donc, que vous connaissez certainement, l'effet rebond. L'effet rebond, là, dans ce cas-là, ça pourrait être le fait que si le trafic est optimisé et qu'en fait on va plus vite de son domicile à son travail, peut-être qu'on va se permettre d'habiter plus loin parce qu'on a gagné du temps et que du coup on peut se permettre d'habiter un petit peu plus loin. Et donc en réalité, les impacts vont rester à peu près les mêmes, voire augmenter. Et un autre impact indirect, hein, c'est l'effet de dépendance de chemin, c'est-à-dire que là, quand on fait ce genre d'application, on est en train de continuer à développer le système automobile versus promouvoir des mobilités actives, transports en commun, etc. Et je vous parlais d'effet rebond, c'est quelque chose que j'ai déjà un petit peu évoqué sans le nommer tout à l'heure sur l'évolution de l'IA. En fait, dans le numérique, ce qu'on observe, c'est que l'empreinte carbone augmente. Et alors pourquoi ça augmente? Alors qu'on a des progrès d'efficacité monstrueux. On a effectivement des progrès d'efficacité monstrueux. On a effectivement une décarbonation de l'énergie. On a une augmentation un peu du nombre d'utilisateurs. Mais surtout, le problème, c'est qu'on a des usages qui sont de plus en plus importants. Et donc c'est principalement ces usages qui font que l'empreinte carbone totale augmente. Ça, c'est des choses qui ont été montrées dans cet article-là sur 3 sous-secteurs du numérique. Si ça vous intéresse, voilà, où ils ont réutilisé la décomposition de Kaya, qui est une façon d'expliquer en fait l'empreinte carbone au niveau mondial, mais en l'appliquant au secteur du numérique pour essayer de comprendre qu'est-ce qui influençait en fait l'empreinte carbone du numérique. Alors globalement, qu'est-ce qu'on observe? Ah mince, je me rends compte que j'ai pas mis à jour mon petit diagramme. Du coup, si je récapitule, ce qu'on regarde dans comme d'un point de vue empreinte environnementale, on va regarder principalement l'usage, un petit peu quand même la fabrication, beaucoup moins la fin de vie. On regarde principalement la partie data center, moins ce qui est terminal utilisateur, moins ce qui est réseau. On regarde principalement l'entraînement et maintenant un peu plus l'inférence, mais très peu tout ce qui est acquisition de données, traitement, etc. Principalement l'empreinte carbone, un petit peu moins le reste, et principalement les impacts directs, un petit peu moins les impacts indirects, même s'il y a des choses qui ont été faites, hein, notamment sur d'autres secteurs du numérique, mais pas tellement sur la partie IA. Donc ça a mené, je vais peut-être passer un petit peu de ça parce que voilà, tout ça vient et puis ça a mené à un certain nombre de travaux scientifiques. Ça, c'est un des premiers travaux qui a regardé l'empreinte environnementale de modèles de NLP. Donc en 2019, où ils avaient regardé quelle était l'empreinte carbone de 4 modèles qui étaient de plusieurs modèles qui étaient utilisés à l'époque. Globalement, le modèle le plus utilisé, c'était à peu près une demi-tonne d'empreinte carbone. Donc voilà, je vous ai mis un petit équivalent, hein, c'est à peu près un vol Paris-Hong Kong aller ou 2500 km en voiture. Donc ça a donné lieu à un certain nombre de travaux derrière, hein, pour essayer de comprendre un peu mieux ces impacts environnementaux. Il y a eu des travaux par exemple sur comment est-ce qu'on fait pour faire un compromis entre la précision du modèle et l'empreinte carbone, en disant il y a des fois en fait, donc là c'est l'empreinte carbone, en rouge c'est la précision finale et en noir c'est si c'était arrêté à la moitié de l'empreinte carbone.
Là, on voit que la différence, c'est de 3% sur le taux d'erreur, donc peut-être on peut se dire, c'est quand même un peu chill. À droite, on a une différence de taux d'erreur qui est quand même beaucoup plus faible, donc là, on peut vraiment se poser la question de la pertinence d'avoir continué cet entraînement. Je vais passer tout ça, parce que je vois que j'ai fini en réalité. Donc, tout ça, c'est des questions qui sont posées, qui se posent pas mal, à la fois dans le milieu scientifique et puis aussi sur des questions, où on essaye, il y a des tentatives d'essayer de faire des standards là-dessus en fait. Donc notamment, il y a eu un groupe de travail sur l'IA Frugal l'année dernière qui a mené à une spec AFNOR qui existe, voilà, que je vous conseille d'aller regarder si ça vous intéresse. Et ce qui était intéressant, c'est que justement, il y a une grosse discussion sur la notion de frugalité qui en IA est souvent vue comme synonyme d'efficacité, alors que dans la littérature scientifique, c'est plutôt synonyme de sobriété. Alors la différence, c'est que l'efficacité, le but, c'est pour un résultat donné d'améliorer la consommation de ressources, alors que si vous êtes dans de la sobriété, vous allez essayer de réduire déjà les besoins. Après, éventuellement, on peut faire de l'efficacité, mais en tout cas, l'idée, c'est de travailler sur les besoins et de mettre en priorité la contrainte sur les ressources. Donc voilà, donc il y a eu des grosses discussions là-dessus, et notamment, du coup, une définition de ce qui est l'IA frugale, comme, décidément, j'ai pas envie de le laisser en plein écran, désolé, comme étant une IA qui est nécessaire, où on a fait attention aux usages, pour essayer de rester dans les limites planétaires, et puis, effectivement, optimiser aussi. Et pour terminer, simplement, je vous disais au tout début qu'il y a eu un questionnement sur, qu'il y a des travaux sur comment est-ce que le machine learning peut être appliqué à des applications environnementales. Ce qu'on aimerait bien, c'est que quand on a ce genre d'application, on regarde au moins, on a des impacts environnementaux positifs prévus. Donc, je sais pas si on rajoute une couche de gestion intelligente de l'énergie dans ce bâtiment. Peut-être qu'elle est déjà, je ne sais pas, mais bon, bref. On va avoir des impacts positifs, c'est-à-dire qu'on espère pouvoir économiser de l'énergie, mais en parallèle, on va aussi avoir des impacts négatifs. En particulier, pour avoir cette gestion intelligente, on va probablement mettre des capteurs supplémentaires, un petit truc qui fait des calculs, des petits équipements réseau, etc. Donc on voudrait au minimum qu'on regarde c'est quoi les impacts, ce qu'on a gagné en termes de consommation d'énergie par rapport à ce que ça a coûté d'un point de vue environnemental. Et si vous vous souvenez de l'article dont je vous parlais au tout début, là, qui regardait les applications de machine learning pour l'agriculture, la surveillance des forêts, etc., des feux de forêt et tout, en fait, on s'est demandé dans les références qui étaient données, là, les applications possibles qui étaient données, est-ce qu'il y avait eu effectivement des évaluations environnementales, au moins en disant voilà ce que ça apporte, voilà ce que ça coûte. Et on a regardé une cinquantaine de références qui sont citées dans cet article, et en fait globalement, vous voyez que le mieux qu'on ait trouvé, c'est que il y a une évaluation des gains, des bénéfices, mais pas du tout une évaluation des impacts négatifs. On avait plein d'autres catégories qu'on n'a jamais mises. Donc, certainement que l'IA peut être utilisée pour des applications environnementales qui sont pertinentes, mais pour l'instant, on a encore relativement peu d'évaluations qui montrent que ce serait vraiment intéressant. Ce qui amène vraiment à se poser la question de, est-ce que l'IA est pertinente? Bon, par ailleurs, faire les évaluations, c'est compliqué, notamment parce qu'il faut prendre en compte tout ce que je vous ai montré au début, qu'il faut comparer à un scénario de référence intéressant. Si vous voulez évaluer une application de covoiturage et que vous supposez que s'il n'y avait pas cette application, tous les utilisateurs seraient tout seuls dans leur voiture, vous allez vous allez avoir une évaluation un petit peu optimiste de ce que vous gagnez avec votre application de covoiturage. Et c'est souvent ce genre de choses-là qui sont faites. Donc voilà, donc il y a pas mal de biais en fait sur les études d'impact. Voilà, tout ce que j'ai expliqué un petit peu là. Et puis je vais conclure parce que j'ai déjà dépassé, je suis désolée. Donc globalement, j'ai essayé de vous montrer qu'est-ce qu'on sait faire, où ça en est en fait l'évaluation environnementale de l'IA. Il y a des choses qu'on sait assez bien faire. Il y a des outils qui existent que je vous encourage à aller voir parce que c'est intéressant, même s'il y a beaucoup de limites, c'est intéressant de voir ce qui existe.
Il y a aussi, on peut regarder tout ce qui est impact de deuxième et troisième ordre. Je vous renvoie à l'aspect de l'AFNOR si ça vous intéresse. Mais faut faire attention quand même à chaque fois que, attention, ce qu'on évalue, hein, c'est toujours très partiel. Donc voilà, pas imaginer qu'on a vraiment tout pris en compte. Et puis les dernières choses que je vous montrais là sur les biais des études d'impact, etc. Et puis les références qu'on a analysées et tout. Je pense que ça amène à se poser la question de c'est quoi vraiment le rôle de l'IA, où est-ce que ça peut être utile, dans quel cas, comment, etc. Et voilà, je m'arrête là. Merci Anna. J'imagine qu'il y a quelques questions. On va passer aux questions dans la salle. Il y a une au fond. Alors, je voulais juste savoir concernant votre présentation dont vous parlez les impacts et les solutions, cela me ramène, du moins je me rappelle, où le fameux scientifique Stephen Hawking parlait que l'IA serait peut-être la destruction de l'humanité, et vous avez justement parlé des solutions que l'IA peut mener. Moi, je voudrais savoir de votre point de vue si vous pensez que l'IA, l'artificielle intelligence pourrait nous mener à des bonnes solutions ou des mauvaises solutions, car on l'utilise souvent pour nous aider à résoudre des problèmes concernant les maths ou l'informatique. Alors quel est mon point de vue? Je sais pas si c'est très 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 intéressant, mais bonne question. Moi, je pense que ça peut être utile quand même pour certaines applications. Par contre, je pense qu'actuellement, c'est utilisé n'importe comment. Merci. Bonjour, merci beaucoup. Vous parlez de la gestion de l'énergie par l'intelligence artificielle et vous parlez précisément du deep learning. Est-ce que dans certains cas, je sais bien qu'on ne pourra pas le remplacer partout, mais est-ce que c'est pas une alternative intéressante de remplacer le deep learning par de l'apprentissage séquentiel où il n'y aurait pas d'entraînement, et c'est ça qui, selon vous, est le plus coûteux? Alors, je sais pas si c'est ça qui est le plus coûteux. Ce qui est sûr, c'est que oui, effectivement, c'est intéressant de se poser la question du... Alors déjà, je dirais de base, de la pertinence d'utiliser l'IA pour cette application, hein, parce que voilà, c'est rarement fait, comme je le montrais juste avant. Et puis, effectivement, si vraiment on veut utiliser de l'IA, se poser la question du type de modèle dont on a besoin. J'ai pas cité, mais en général, je fais référence à une vidéo de Valérie Dacremont, qui est une médecin épidémiologiste, qui a travaillé justement sur des modèles de prédiction de certaines maladies, en fait, pour des centres de santé qui sont éloignés des hôpitaux, etc. Et en fait, je connais peut-être après d'ailleurs. C'est une vidéo, non, je crois pas. C'est une vidéo qui est intéressante parce que justement, elle se pose la question du type de modèle utilisé et puis de la pertinence ou pas d'utiliser de l'IA sur toute la chaîne. Donc, par exemple, ça peut être intéressant d'utiliser de l'IA sur l'entraînement, mais après, peut-être que un simple arbre de décision, papier, ça peut suffire aussi. Donc, en fait, je pense que oui, la question de ce qu'on utilise, que ce soit en termes de quel modèle ou de est-ce qu'on utilise de l'IA ou pas, ça se pose à tous les niveaux. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, merci pour votre présentation. J'ai bien apprécié les estimations des émissions de carbone et tout, et je voudrais savoir si vous pouvez le mettre en perspective avec les autres sources d'émissions de carbone, telles que les voitures sur leur route, je sais pas, le chauffage dans les bâtiments. Est-ce que l'intelligence artificielle prend une grosse partie des émissions totales d'un pays, ou est-ce que c'est juste une petite partie, en fait? Alors, non, en soi, c'est... Alors, ma première réponse, c'est, de toute façon, à chaque fois qu'on découpe suffisamment,
on arrive à quelques pourcents. Donc voilà. Mais bon. Ceci dit, donc les estimations de l'empreinte carbone du numérique au niveau mondial, c'est 2 à 4%. Là-dedans, il y a une partie qui est de l'IA, mais voilà. Donc on pourrait dire c'est pas beaucoup. Déjà, c'est pas rien, 2 à 4%, première réponse. Et puis, l'IA a quand même un effet accélérateur aussi. Enfin, c'est ce que je disais sur les impacts, les effets indirects. Hein, c'est un effet accélérateur de plein de choses. Donc, je sais pas si vous êtes, vous faites un algo de recommandation pour une plateforme de vente en ligne, vous allez en fait augmenter les impacts du secteur des transports, de l'industrie, etc. Donc, c'est difficile d'isoler complètement les impacts qu'elle y a. Et je suis pas sûre que ce soit la meilleure façon de se poser la question, parce que je pense qu'on pourra pas répondre spécifiquement là-dessus. Et je pense qu'il vaut mieux se poser la question de est-ce que ça apporte quelque chose d'intéressant pour aller vers une transition écologique, pour aller vers une société soutenable, etc. Est-ce que c'est vraiment la meilleure façon de le faire, quoi. Merci. Je pense qu'on peut prendre une dernière question. Non, sinon, vous aurez le temps. Éventuellement, j'ai une question. Alors, merci pour ton exposé. Alors, quelque chose qui m'a frappé, que je vois toujours dans ces études d'impact, c'est à quel point c'est une science complexe d'estimer les impacts. Il y a énormément de facteurs, puis ça dépend justement à quelle échelle on regarde, et finalement c'est très important pour estimer les ordres de magnitude, pour savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est moins, et finalement un nerf de la guerre, c'est les données, enfin finalement là aussi, c'est d'avoir accès aux données de consommation, d'avoir les données les plus précises possibles, et c'est un travail scientifique profond, et je me demandais, on est tous au courant des bouleversements politiques qui ont lieu actuellement. La politique, ça peut changer, mais est-ce que, au point de vue de, par exemple, ton travail sur ces thèmes-là, il y a un risque d'avoir accès à moins de données, juste ne serait-ce que pour estimer, faire de la science là-dessus, et que s'il manque les données sur les consommations, sur plein de choses, parce qu'elles sont plus communiquées, ou qu'il y a un couvert qui est mis là-dessus, est-ce que c'est un danger Oui, clairement. Hein. Là, je vous montrais typiquement les analyses qu'on fait des rapports environnementaux de grandes entreprises du numérique qui sont toutes états-uniennes. Je suis pas totalement sûre qu'ils ressortent un rapport environnemental en 2025. Hein. Donc oui, c'est sûr que clairement, ça va être un enjeu, je pense, pour les années à venir. Ouais. Merci. Je pense qu'on peut remercier encore une fois Anne-Laure.